Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez, oui, pour commencer, des questions sur le cours précédent? Trois petites questions simplement. D'accord. Quand j'étais en train de repasser l'exercice qu'on avait fait l'autre jour. Lorsqu'on parle des relatifs subordonnés, vous avez dit l'autre jour qu'elles n'étaient pas dans le même niveau, n'est-ce pas? Qu'il y a la proposition principale et la proposition subordonnée. Oui. Que les subordonnées relatives sont inclus dans la proposition principale. Et les complétives? Oui, aussi. En fait, mais je vais y revenir tout à l'heure dans une partie du cours. C'est le principe même, en fait, c'est cela qui est important à comprendre lorsqu'on parle de subordination. Une subordonnée, par principe, par définition, c'est son être de subordonnée, c'est d'être incluse. Incluse dans autre chose, c'est-à-dire dans une autre proposition. Donc, souvent, on définit la subordination par une relation de dépendance, en disant que la subordonnée, elle dépend d'une principale. C'est juste aussi, c'est une autre formulation, mais il me semble plus obscure, c'est-à-dire que, au fond, cette notion de dépendance, elle tente à indiquer que la subordonnée, puisqu'elle est dépendante, elle ne peut pas exister toute seule. Bon, certes, à partir du moment où il y a une conjonction de subordination, je ne sais pas moi, si on dit « je pense qu'il fera beau aujourd'hui », la phrase, on ne peut pas construire une phrase indépendante « qu'il fera beau aujourd'hui ». En revanche, il fera beau aujourd'hui, oui, ça marche très bien. Donc, la fragilité, je trouve, de cette notion de dépendance, mais qui reste juste, mais pédagogiquement, je trouve qu'elle est moins intéressante que la notion d'inclusion, c'est que, au fond, elle dit une vérité, c'est-à-dire qu'en effet, la subordonnée munie de l'outil subordonnant n'est pas autonome, mais elle n'indique pas assez clairement la relation hiérarchique d'inclusion d'une structure dans une autre. Je vous l'ai dit au tout premier cours, au fond, comprendre la grammaire d'une langue, c'est principalement comprendre des relations d'inclusion. Je veux dire que, par exemple, un groupe nominal, il inclut un déterminant dans sa structure, etc., etc. Et donc, au fond, comprendre la structure grammaticale d'une phrase, c'est comprendre tous les emboîtements. La phrase elle-même est composée de 2 ou 3 grands groupes, on l'a vu, le groupe sujet, le groupe verbal, éventuellement le groupe circonstanciel. Donc ça fait déjà 3 choses qui sont incluses dans la grande structure phrase. À l'intérieur de chacun de ces groupes, il y a d'autres éléments qui eux-mêmes incluent d'autres, etc. Donc c'est vraiment cette relation d'inclusion qui est au fond le guide conceptuel de la compréhension de la grammaire. J'ai plutôt l'impression que comme par exemple la proposition complétive, c'est un complément d'objet direct en règle générale, donc c'était plus logique que ce soit inclus parce qu'il fait partie du groupe verbal. Oui. Alors que la subordonnée, par exemple le complément de mode, de lieu, etc., on pouvait plus la considérer comme subordonnée parce qu'elle était hors du groupe verbal, du complément. Oui, mais là, votre raisonnement, la première partie est juste, c'est-à-dire qu'en effet, il y a bien une inclusion de la complétive dans le groupe verbal ou dans le syntagme verbal, mais il n'en demeure pas moins que la circonstancielle, la subordonnée circonstancielle, elle est incluse aussi, mais cette fois-ci dans la structure phrase. Et la relative, elle va être incluse souvent dans le syntagme nominal ou dans le groupe nominal, dans la structure groupe nominal. Donc on a bien à chaque fois, sans aucun doute, cette relation d'inclusion. Et alors, un autre doute que j'avais, dans une des phrases, celui-là de l'infinitive, une après l'autre, on les avait toutes mises comme juxtaposées. Mais les 2 dernières, elles étaient unies par le puis. Alors, il faudrait reprendre le texte. Alors, attendez. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, virgule, faire le tour de sa table, virgule, traverser la pièce, prendre un volume, le feuilleter, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page en le faisant craquer. D'accord. Le puis, c'est un adverbe. Mais
On peut dire qu'elles sont juxtaposées, ou bien on doit dire que la dernière subordonnée, infinitive, etc., est reliée à travers l'adverbe. Oui, alors bon, l'adverbe là, il joue le même rôle qu'un coordonnant, hein, que on pourrait avoir et enfin, voilà. Dans un premier niveau d'analyse, c'est vrai qu'on peut considérer sans problème qu'elles sont toutes juxtaposées sur le même plan. Mais il est vrai que dans une analyse plus approfondie, il y a quand même une sorte de détachement des deux dernières qui pourrait donner lieu à la mise en évidence d'une petite différence quand même par rapport aux précédentes. Mais là, ça suppose un degré d'analyse plus fin qui n'est pas indispensable à ce niveau de description. Je crois que c'est tout parce que l'autre, c'était un petit doute que j'avais, mais je crois que je l'ai. Donc quand il dit par exemple « honorer mes mains de leur poussière », je crois, on avait dit que mes mains c'était le complément d'objet direct d'honorer, et de leur poussière, je supposais que c'était le complément d'objet indirect. Honorer mes mains, honorer quelque chose, honorer quelqu'un de quelque chose. Oui, oui. Oui, honorer quelqu'un de quelque chose, oui. Très bien, pas d'autres questions, ça va? Alors, nous allons donc aujourd'hui poursuivre la description pour terminer, je pense aujourd'hui, le premier niveau de description, un premier niveau assez élémentaire, et donc en examinant assez rapidement le reste des parties du discours. Donc c'est la partie sur la nature des mots et des groupes de mots dans laquelle on va examiner l'ensemble de ces parties du discours, mais d'un point de vue vraiment, encore une fois, là, très, très élémentaire, très simple, pour que vous puissiez être en mesure, à la fin, de pouvoir identifier vraiment assez facilement dans un texte toutes les parties du discours, vraiment, pouvoir étiqueter, si vous voulez, dans un texte toutes les parties du discours. Alors, je commence donc par le nom et le groupe nominal. Bon, ici, rien de très particulier. Pour ce qui concerne le nom, alors en linguistique, aujourd'hui, il existe, c'est un sujet assez travaillé sur les typologies des noms, des différents types de noms, et il y a un certain nombre d'études assez approfondies, mais dans la tradition scolaire, on se limite à des oppositions assez simples. Bon, il y a d'abord l'opposition entre les noms propres et les noms communs. Alors, cette distinction, elle repose sur l'idée, sur une distinction très importante tout de même, entre les noms communs qui renvoient à des catégories et les noms propres qui renvoient à des entités singulières. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le nom commun table renvoie à un ensemble de toutes sortes d'objets qui ont un certain nombre de propriétés et que l'on peut appeler table. Donc, le nom commun, il renvoie bien à une catégorie, à un ensemble d'objets indéterminés qui peut être infini, bien sûr, qui est la plupart du temps infini, et qui se caractérise, mais j'en parlerai tout à l'heure, par ces ensembles, ils peuvent être plus ou moins vastes. Bon, mais j'y reviendrai tout à l'heure avec la notion d'extension. En revanche, le nom propre, si je dis, je sais pas, Mozart, il ne renvoie pas à une catégorie de personnes, mais à un individu particulier. Si je dis Paris, Paris, bon, je sais bien qu'il y a Paris au Texas, mais peu importe, ici j'ai deux entités singulières, et de toute façon c'est presque une relation d'homonymie. Ici, le nom propre renvoie à un être singulier, une chose, un être ou une chose singulière, pas du tout à une catégorie. Par exemple, même quand vous pensez au prénom, par exemple, je sais pas, Pierre, bon.
si vous construisez une phrase comme Pierre est parti, vous visez une personne singulière. Hein. Alors évidemment, beaucoup de gens se nomment Pierre, mais il n'y a pas une catégorie des pierres qui aurait des propriétés communes. Hein. Je veux dire, alors sauf si vous entrez dans les espèces de trucs de description des prénoms, là où on vous dit que les pierres, ils sont aimables, courageux, etc., etc. Bon, qui sont des plaisanteries, bien sûr. Mais, donc, il n'y a pas de propriété générale qui caractériserait toutes les personnes qui se nomment Pierre. Alors que pour les noms communs, j'ai quand même des propriétés qui me permettent de savoir qu'un objet que je n'ai jamais vu, je vais pouvoir le mettre dans la catégorie des tables, des chaises, etc. Alors qu'une personne que je n'ai jamais vue, je ne vais pas pouvoir le mettre dans la catégorie des pierres, des pôles. C'est impossible. Hein. Il faut que j'ai la connaissance du lien qui va associer le nom propre à l'individu. Bon, alors les noms propres, ils s'appliquent à des personnes individuelles, plus ou moins connues, des personnages de fiction, des lieux géographiques, des divinités, des monuments et des œuvres artistiques, des moyens de transport éventuellement, des événements ou des périodes historiques. Bon, ils se caractérisent évidemment par le fait qu'on utilise une majuscule. Et à l'intérieur des noms communs, il y a deux grandes catégories principales, mais là encore, c'est vraiment une description scolaire, hein, puisque aujourd'hui, il y a d'autres types de catégories qu'on pourrait mettre en œuvre, mais principalement, dans les classes, on utilise la distinction entre animé et inanimé. Et puis, bien sûr, les deux genres, masculin et féminin. Alors, il y a aussi deux autres distinctions, mais dont je parlerai plus tard, entre nom concret et nom abstrait. Mais là, dans certains cas, la distinction est assez simple. Hein, je veux dire, bon, d'accord, table, concret, liberté, abstrait. Bon. Mais donc, il y a toutes sortes de cas intermédiaires qui sont assez complexes. Et puis, la distinction entre nom comptable et nom massif, que je vais quand même expliquer un petit peu tout à l'heure, mais qui est indispensable pour introduire la notion d'article partitif, par exemple, mais là aussi, dont on peut se passer dans un premier niveau de description. Alors, passons maintenant aux déterminants. Les déterminants sont placés avant le nom dans le groupe nominal, on l'avait déjà vu précédemment, le groupe nominal a une réécriture qui est déterminant plus nom plus expansion. L'expansion pouvant être un adjectif, un complément du nom, ou bien une proposition subordonnée relative, principalement. Alors, parmi les déterminants, il y a différentes sous-catégories. Et la première sous-catégorie, c'est l'article. Ensuite, on va voir, il y a le déterminant possessif, démonstratif, les déterminants indéfinis, numéros, etc. Donc, l'article est bien une sous-catégorie à l'intérieur de la catégorie des déterminants. Et puis, dans la catégorie générale de l'article, il y a plusieurs types d'articles. Bien. Alors, l'article défini et l'article indéfini principalement. Bon, l'article défini, vous savez, c'est le, la, les. L'article pouvant être élidé, hein, L' devant une voyelle, qui du coup, lorsqu'il est élidé, on perd la marque de genre, hein, entre masculin et féminin. Pour l'article indéfini, on a trois formes, un au masculin, une au féminin et des au pluriel. Alors, une quatrième forme, c'est une forme réduite de des qu'on observe devant un adjectif antéposé. Hein. Alors, exemple, elle mange de délicieux fruits. On pourrait dire, si on avait l'adjectif placé après, on dirait des fruits délicieux. Mais en français, disons, standard, on ne dira pas des délicieux fruits. Hein. On l'entend beaucoup, mais
il est préférable dans ce cas-là d'utiliser de. Alors, cette forme de l'article de s'observe aussi dans la négation. Hein. Elle mange des fruits, elle ne mange pas de fruits. On ne dira pas elle ne mange pas des fruits. Bien, alors il y a une petite difficulté avec ce D ici, parce que, on va le voir, le D est une forme qui peut correspondre à deux catégories, dans la mesure où il existe des formes contractées de l'article défini, ce qu'on appelle les formes contractées, qui résultent de la fusion d'une préposition et d'un article. Alors A plus le donne O, hein, elle va au travail, A plus les donne O à X, elle donne à manger aux animaux, de plus le donne du, elle revient du travail, c'est-à-dire de le travail, et de plus les donne des. Donc le problème, c'est que la forme D correspond ici à un article défini contracté, l'herbe des champs est verte, alors qu'elle achète des fruits, le même mot des est ici un article indéfini pluriel. Donc là, ça c'est une petite difficulté, et c'est là où il faut évidemment bien comprendre la structure ici. Dans l'herbe des champs, on ne pourra pas se tromper si on comprend qu'on a une structure de groupe nominal avec déterminant, nom et une expansion qui est un complément du nom de les champs. Donc voilà, ça c'est un genre d'exercice de compréhension de cette catégorie qu'on peut faire, c'est d'entraîner les élèves à ne pas confondre des articles définis contractés et des articles indéfinis pluriels. Alors, il existe un troisième type d'article qu'on appelle l'article partitif. Alors, cet article-là, avec des apprenants de tout premier niveau, il est préférable de ne pas l'enseigner dans une première étape et de le garder pour une étape ultérieure parce que ça suppose de comprendre la distinction entre les noms massifs et les noms comptables. Alors, je vais là faire une petite parenthèse théorique pour vous expliquer ça. Alors on dit parfois non comptable. Bon, mais comme c'est un peu lourd, non comptable, je trouve que c'est plus simple de dire non massif. Alors, cette distinction repose, grosso modo, pour donner tout de suite un exemple, un nom comptable, ça va être un nom comme table, chaise, etc. Parce que je peux dire, il y a 2 tables, 3 tables, 4, 10 tables dans cette salle. Un nom non comptable va être un nom comme de l'eau, du vin, de la farine, où j'aurais plus de mal à dire il y a des farines sur la table. Bon, voilà l'intuition de départ. Maintenant, quelles sont les propriétés qui distinguent ces deux types de noms? Alors, comme je viens de le dire, la première propriété la plus évidente et qui correspond au fond à la dénomination ici, c'est que les noms comptables, on peut les compter. Ils correspondent à des entités bien séparées les unes des autres et on peut les compter. Donc on peut dire combien il y en a lorsque on les utilise, mais en réalité c'est une propriété des noms indépendamment de leur utilisation. Donc en effet, prenons l'opposition entre une chaise et de la boue. Je peux dire, encore une fois, il y a 10 chaises dans cette salle, je peux compter les chaises, mais si je veux parler de la boue, je vais dire, par exemple, il y a de la boue par terre, mais je ne vais pas pouvoir dire il y a 2 boues, 3 boues, etc. C'est impossible. Bon, donc une difficulté à compter. Une autre propriété importante des noms comptables, qui distingue les noms comptables et les noms massifs, c'est que les noms comptables
perdent leur identité si on les divise. C'est-à-dire que si je prends une chaise, un petit morceau de chaise, ça n'est plus une chaise. Un morceau d'une chaise, ça n'est plus une chaise. C'est-à-dire ça va être un dossier de chaise, un pied de chaise, tout ce que vous voulez, mais ce ne sera jamais une chaise. Alors que si je prends un tout petit peu de boue, ce sera toujours de la boue. Si je prends un tout petit peu de farine, ce sera toujours de la farine. Autrement dit, les noms massifs peuvent être divisés sans perdre leur identité. Alors, pourquoi cette distinction est utile et même indispensable lorsqu'on parle de la catégorie des articles? C'est que les articles ne se répartissent pas de la même façon selon les types de noms. Alors, je prends donc l'exemple de boue pour un nom massif et chaise pour un nom comptable. Attendez, je vais prendre une autre. L'article défini fonctionne aussi bien avec les deux types de noms. Hein. Je peux dire la boue. La boue me dérange. La boue est salissante. Je peux dire la chaise. Aucun problème, l'article défini marche avec les deux types de noms. L'article indéfini, une boue, il y a une boue ici, ça ne marche pas. Hein. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Il y a une chaise, là, ça marche. Maintenant, l'article partitif. Alors, il y a de la boue. Ça fonctionne. Mais il y a de la chaise, ça ne marche pas. D'accord ? Hein ? Il y a de la chaise dans cette salle, ça ne fonctionne pas. Bon. Donc, on voit bien, quand on propose cette description, que finalement, on a cette opposition article défini, article indéfini, qui marche très bien, qui fonctionne pour les noms comptables, hein, où j'oppose article défini, article indéfini. Mais, dans le cas des noms massifs, au fond, l'article partitif sert d'article indéfini. Pour les noms massifs, l'article indéfini n'est pas possible, donc j'utilise l'article partitif. Il y a donc une répartition entre l'article indéfini et l'article partitif, l'article indéfini étant réservé aux noms comptables, tandis que l'article partitif est réservé aux noms massifs. Ça, c'est une première description qui consiste, au fond, à faire dépendre l'article du type de nom. Je regarde quel nom j'ai et je sais quelle possibilité d'article j'ai. Bon, il faut d'abord avoir compris ça dans la première étape du raisonnement. Parce qu'il y a une deuxième étape du raisonnement, plus complexe, qui, au fond, va nous permettre de constater que ça n'est pas tant l'article qui va s'adapter au nom, que, plutôt l'inverse, c'est le nom, c'est l'article qui va transformer le nom en comptable ou non comptable. Alors je vous donne un exemple, très simple en français, le mot bœuf. Est-ce que bœuf, à votre avis, c'est comptable ou non comptable? Un bœuf, c'est comptable, hein? Ah, alors, ça dépend. Pourquoi? Si on parle de nourriture. Voilà, je ne mange pas de bœuf, je mange du bœuf. Bon, c'est ça le problème. Alors, si je
considère le mot bœuf, l'animal. Hein, parce que, vous êtes d'accord, la viande de bœuf, elle est faite à partir de l'animal. Donc le point de départ, c'est quand même l'animal. Bon. Donc l'animal bœuf, il correspond, c'est un nom comptable, le nom bœuf est un nom comptable. Pourquoi ? Parce que si je prends un petit morceau d'un bœuf, ça va être un museau de bœuf, une corne, un pied, tout ce que vous voulez, une patte plutôt, mais ça ne sera pas un bœuf. Donc il est clair que je ne peux pas le diviser. Par ailleurs, je peux le compter, je peux dire il y a 3 bœufs dans ce pré, 10 bœufs, etc. Donc le nom bœuf est comptable. Alors, vous voyez, avec cet exemple, ça me donne l'occasion de préciser que lorsqu'on dit le nom bœuf est comptable, on fait un raccourci parce que ce qui est au fond comptable ou non comptable, c'est plutôt le référent, c'est-à-dire l'objet du monde qui est désigné par le nom, qui a telle ou telle propriété. C'est le référent qui est comptable ou non comptable, et il donne ses propriétés au nom. Bien. Mais à partir de ce nom comptable, je peux fabriquer, je vous en prie, je peux fabriquer un nom non comptable. C'est-à-dire, lorsque je dis du bœuf, pour dire de la viande de bœuf. Alors, en effet, de la viande de bœuf, ça devient massif. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas dire j'ai mangé des bœufs, enfin je veux dire, je ne peux plus la compter, la viande. Et puis, par ailleurs, si je prends un petit peu de viande de bœuf, c'est toujours de la viande de bœuf. Donc, on a bien les propriétés du nom massif. Autrement dit, dans ce cas-là, j'ai un nom comptable, bœuf. Si j'utilise un article indéfini, j'obtiens un bœuf qui est donc un groupe nominal comptable, mais si j'utilise bœuf avec un article partitif, j'obtiens, alors je mange par exemple du bœuf, et là, du bœuf, c'est un groupe nominal massif. Donc on a bien ici, vous voyez, un niveau du nom et un niveau du groupe nominal dans lequel c'est l'article, le type d'article qui va transformer un nom comptable éventuellement en nom massif. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut faire l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un nom massif alors, avec un nom massif, normalement, j'utilise un article partitif et j'obtiens, normalement, un groupe nominal massif. Bon, exemple, il y a de la boue par terre. Mais est-ce que je peux, avec un nom massif, ajouter un article indéfini pour obtenir un groupe nominal comptable ? Eh bien, oui, on le peut très bien avec des effets de sens particuliers. Alors, un exemple classique, c'est avec, je sais pas, du vin, de la bière, etc. Vous pouvez dire, j'ai bu du vin. Bon, alors prenons l'exemple de vin. Vous l'utilisez avec un article partitif, j'ai bu du vin. Okay, vous obtenez un groupe nominal massif, du vin, un petit peu de vin, c'est toujours du vin, voilà. Mais vous pouvez dire aussi, j'ai bu un vin délicieux,
Ou alors j'ai bu 2 vins à ce repas. À ce moment-là, vin prend le sens de un type de vin. D'accord ? Quand on dit j'ai bu un vin délicieux, ça veut dire j'ai bu un type de vin. Bon, un autre exemple un peu similaire, mais qui produit un effet de sens différent et qui correspond bien à la vie étudiante. J'ai bu une bière, j'ai bu 2 bières, j'ai bu 3 bières. Bon, dans ce cas-là, le sens de une bière, ça veut dire, enfin c'est le sens du contenant, ça veut dire une bouteille ou un verre, etc. Hein, et 2 bières, ça veut dire 2 contenants. D'accord ? Mais ça devient à ce moment-là comptable. Oui, vous aviez une remarque. Pourquoi en français, pour écrire la phrase je mange du bœuf, nous utilisons un article partitif. Au lieu de je mange un bœuf ? Non, au lieu de je mange 2 bœufs, avec un article indéfini. Alors attendez, vous pouvez reformuler votre question, j'ai pas bien compris. Pourquoi nous utilisons je mange du bœuf? Oui, ici ? Oui, avec un article partitif. Oui. Nous n'utilisons pas, par exemple, un article indéfini. Je mange 2 bœufs. 2 œufs. Ah, 2 Oui. D-E. Je mange 2 bœufs. Ah, ben non, en fait, c'est pas la forme de l'article partitif en français. Hein, Par exemple, oui. en Grèce, madame, nous n'utilisons pas d'article, mais c'est comme si nous utilisons un article indéfini. Et quand, par exemple, nous disons je parle du grec, ou je parle de grec, ou je connais du grec ou des grecs, je me souviens en français, vous nous avez expliqué que quand je dis je parle du grec, je parle un peu du grec. Ça veut dire que je n'ai pas une connaissance totale du grec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Du bœuf, peut-être je mange un peu de bœuf. Alors, en grec, justement, comment on dirait, enfin, je dirais, est-ce qu'il y a une différence de déterminant entre dire il y a un bœuf dans le pré et je mange du bœuf? En grec, on utilise un article défini pour dire qu'il y a un bœuf dans le bœuf, mais on n'utilise pas d'article. Ah oui, oui. Oui. Oui, c'est le cas dans un certain nombre d'autres langues. En anglais, ça marche également comme ça. Hein. En espagnol, pareil. Donc on n'utilise pas d'article quand c'est le partitif. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est une particularité du français hein, d'avoir ce type d'article spécial pour les noms massifs. Par conséquent, c'est bien quelque chose qu'il faut enseigner explicitement à un moment donné, parce que sinon, évidemment, enfin, ça ne correspond pas. Si les étudiants transfèrent les connaissances de leur langue au français, ça ne va pas fonctionner. Hein. Là, il y a vraiment une catégorie qui n'existe pas dans d'autres langues, dont il faut comprendre le fonctionnement. Donc, voyez que à partir de cette distinction entre les noms massifs et les noms comptables, où on a l'impression que c'est le type de nom qui nous oblige à utiliser un déterminant, eh bien, on arrive finalement à une situation dans laquelle, au fond, ça va être le déterminant qui va éventuellement transformer le type de nom que j'ai derrière. Oui ? Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans le premier exemple, la deuxième phrase, on ne peut pas dire que le nom, dès le début, il est massif. Que quand on utilise bœuf pour parler de la nourriture, c'est un nom massif et pas forcément un nom. Tout simplement parce que ça marche avec, si vous voulez, d'abord, logiquement, pour obtenir de la viande de bœuf, il faut d'abord un bœuf. Donc, ça veut dire que, alors bon, évidemment, on sait bien que les enfants connaissent le bœuf uniquement sous la forme de choses surgelées, et pour eux, ça n'est pas du tout associé à l'animal, mais je veux dire que référentiellement, on obtient la viande de bœuf à partir de... Et ça fonctionne avec pratiquement tous les animaux. On pourrait dire j'ai mangé du rat, j'ai mangé du chat,
Bon, on comprend tout de suite que ça veut dire de la viande de. D'accord? Donc ça veut bien dire que ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le lexique, mais quelque chose qui est produit par la grammaire de l'article partitif. Par ailleurs, ce cas exemplaire de la viande d'un animal, bon, s'applique à autre chose que l'animal. Par exemple, vous pouvez dire j'ai mangé une pomme, 2 pommes, j'ai mangé de la pomme. Ça va être de la enfin, mais c'est plus bizarre peut-être. Hein, j'ai mangé de la pomme. De la glace. Oui, mais alors là, de la glace et une glace, on retombe sur le problème de la bière, une bière. D'accord? Hein, j'ai mangé de la glace, c'est un petit peu de glace, c'est toujours de la glace, là c'est du massif. Et j'ai mangé une glace, ça va être un cornet de glace par exemple, ou une boule de glace, etc. Mais vous voyez, là, dans ce cas-là, c'est bien clair que pour fabriquer un cornet de glace ou une boule de glace, il faut d'abord que j'ai de la glace. Donc c'est le référent massif qui est premier. Donc il y a quand même référentiellement toujours quelque chose qui est premier. Mais ça va plus loin parce qu'on peut le faire avec toutes sortes de... Par exemple, imaginez un fabricant de meubles. Il va pouvoir dire, aujourd'hui, on a reçu de la chaise. On a reçu de la chaise. Il prend chaise comme du matériau global. Demain, on reçoit du mobilier, d'autres choses. Bon, bref. Il y a donc toutes sortes de possibilités de transformation, dont là, je n'examine que 2 cas typiques. Je pense que l'exemple de la nourriture est assez parlant, assez facile à comprendre. Et on peut transformer à peu près n'importe quoi de comptable en massif et n'importe quoi de massif en comptable. Alors, même la boue, je prends souvent comme exemple parce que c'est vrai qu'on a du mal à le percevoir comme massif, mais je veux dire, un géographe, il pourra dire il y a une boue particulière dans cette région qui se distingue d'une autre. Donc là, ça va être à nouveau un type de boue. Vous voyez que l'article, le choix de l'article va transformer le type de référent. Alors, une fois qu'on a compris cela, pourquoi j'ai mis ici des exemples? Je n'ai pas juste écrit du bœuf. Ben parce que si je prends une phrase comme bon, c'est un peu bon, disons, je parle du bœuf. Attention, ici, je n'ai plus l'article partitif. Hein. C'est je parle de plus le. D'accord? C'est la forme contractée de l'article défini, comme on a vu tout à l'heure. Hein, ici, de plus le fait du. Elle revient du travail. Donc, sur la question de l'article, il y a 2 difficultés à signaler. La confusion qui peut porter sur l'analyse de D et la confusion qui peut porter sur l'analyse de du. Donc je récapitule rapidement. Donc, D peut être un article indéfini pluriel. Par exemple, je sais pas moi, il vend des vêtements. Mais D peut être aussi un article défini contracté.
Exemple, il parle des vêtements. D'une manière analogue, du peut être un article partitif. Exemple, il boit du vin. Mais il peut aussi être un article défini contracté. Exemple, il parle du vin. De la même manière, il faut faire attention à de la, puisque l'article partitif, du, au féminin, c'est de la. Donc de la peut être un article partitif. Exemple, il boit de la bière, mais peut être aussi simplement un ensemble, préposition, plus article. Exemple, il parle de la bière. Ça va? Ces distinctions sont bien claires pour tout le monde? Voilà, c'est la petite difficulté qu'il peut y avoir à ce sujet. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure un détail au sujet de l'opposition entre les noms propres et les noms communs. Parce qu'il y a, donc j'ajoute cela à ce que j'ai dit précédemment, là aussi la frontière entre noms propres et noms communs peut parfois être transgressée, si j'ose dire, et on peut, je disais tout à l'heure qu'un nom propre ne correspond jamais à une catégorie, mais en réalité on peut transformer certains noms propres en catégories. Par exemple, on va dire c'est un Mozart de la finance. Donc on transforme un nom propre en une catégorie générale. C'est un phénomène qu'on appelle l'antonomase. Exemple, donc, à partir du nom propre Mozart, on peut fabriquer des catégories, des Mozart qui seraient des... Ça veut dire un génie, en fait. Hein. Un Mozart de la finance, ça veut dire un génie de la finance. Oui. Non. Ouais. Alors, là où on va avoir une perte de la majuscule, c'est quand l'autonomase est vraiment entrée dans le lexique. Par exemple, vous savez peut-être que poubelle, à l'origine, c'était le nom d'un préfet. Alors là, effectivement, on n'utilise plus le... Donc en fait, il y a différents degrés d'intégration au lexique des noms propres qui peuvent devenir des noms communs. Mais en effet, cette possibilité d'avoir la marque de pluriel, de perdre la majuscule, sont les propriétés qui marquent l'intégration à la catégorie des noms communs. Hein. Donc, il y a bien des propriétés grammaticales qui sont associées à ces deux types de noms. Alors, avant de faire notre petite pause, là, je termine avec les autres types de déterminants assez simples. Donc, il y a... donc, je récapitule. Dans la partie article, donc on a vu trois types. Article défini, article indéfini, article partitif. Il y a les linguistes, mais ça on ne le fait pas dans la grammaire traditionnelle, ajoutent une quatrième catégorie qu'on appelle l'article 0, quand il n'y a pas d'article en fait. Donc on peut dire, bon, mais c'est plus simple de dire il n'y a pas d'article, hein, plutôt que de dire il y a article 0. Pourquoi les linguistes ajoutent un article 0 ? Parce qu'ils veulent respecter la description du groupe nominal où c'est déterminant plus nom. Donc
le déterminant étant un constituant obligatoire, il est réalisé par le morphème 0 quand il n'y en a pas. Bon, mais ça, c'est quand même un artifice dont on peut se passer dans une vision pédagogique de la grammaire. Alors, le déterminant possessif, il est en fait la fusion, en quelque sorte, il correspond grammaticalement à la fusion d'un article avec une information de personne. Oui, vous aviez une remarque. Un collier de perles. Un collier de perles. Vous ne dites pas un collier des perles. Bon. J'ai faim, par exemple, dans les expressions j'ai faim. Alors oui, dans les expressions figées, il y a aussi le cas, mais vous verrez parce qu'après on fera un exercice, c'est très courant, hein, l'article 0. Donc, dans le déterminant possessif, on a deux informations en fait dans le déterminant. Mon chapeau, c'est littéralement le chapeau de moi. Hein. Donc, il y a bien l'information équivalente à l'article défini, plus une information de personne, au fond. Hein. Mon chapeau, c'est le plus personne 1, ton chapeau, c'est le plus personne 2, le chapeau de toi, etc. Et par ailleurs, le possessif, en raison de cette partie, de cette information liée à la personne, il a une valeur qu'on appelle anaphorique, hein, vous connaissez sans doute ce terme, anaphorique. C'est-à-dire que lorsque je dis il a perdu son chapeau, pour savoir de quel chapeau il s'agit, pour interpréter son chapeau, je dois remonter dans le texte et aller récupérer l'information. C'est il, c'est celui qui est visé par il qui a perdu le chapeau. Donc quand je dis je te prête mon livre, par exemple, dans cet exemple-là, l'interprétation de mon suppose de remonter au sujet ici, je. Si on avait « je te rends ton livre hein, », eh bien évidemment qu'on référerait à la deuxième personne « te ». Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la valeur anaphorique de l'article du déterminant possessif. Alors on dit bien, là c'est vraiment une consigne, si vous voulez, de la terminologie grammaticale, on dit bien déterminant, hein, pas adjectif possessif ou article possessif, enfin ce que vous voulez. Là c'est vraiment le terme de déterminant qui est essentiel. Alors attention avec la forme leur, parce que leur peut être aussi un pronom. Hein. Elle leur parle, leur est un pronom. Évidemment, ça ne peut pas être un déterminant, puisqu'un déterminant, il précède un nom. Donc ici, on ne peut pas avoir de déterminant. Un détail morphologique, devant une voyelle, on utilise la forme masculin, curieusement. Hein, mais ça, bon, c'est un phénomène de l'histoire du français. On va dire ma femme, mais mon ami avec un E. Pas ma amie. Voilà, et puis vous avez également le déterminant démonstratif dans les grandes catégories. Hein, les trois grandes catégories sont donc l'article, le déterminant défini, le déterminant démonstratif, alors qui lui aussi donne une information double, un peu comme le possessif, sauf que donc il est l'équivalent de, quand je dis ces arbres perdent leurs feuilles en hiver, hein, on voit beaucoup de chênes dans les forêts, ces arbres perdent leurs feuilles en hiver, je pourrais gloser ces arbres par les arbres dont je viens de parler juste avant. Donc là, il y a une information équivalente à l'article défini, plus une information qui peut être de trois sortes en fait. Disons tout d'abord de deux grandes sortes. Soit on va aller chercher le référent du groupe nominal dans le texte en général avant. Donc là, quand je dis ces arbres,
de quels arbres je parle, je sais que je parle des arbres dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire des chênes. Mais lorsque je dis regarde ces arbres en visant la situation, j'opère cette référence en faisant appel à la situation d'énonciation. Donc, le déterminant démonstratif, il fonctionne un peu comme le possessif d'une manière anaphorique dans certains cas, dans le premier cas ici, et dans le deuxième cas, on dit qu'il fonctionne de manière déictique. Alors, ces informations-là, je vous les explique au tableau et pas dans le diaporama, parce que ce sont des informations pour vous, mais qu'on ne va pas donner aux élèves, forcément. Hein, parce que, je veux dire, là, ce sont des descriptions sur le fonctionnement sémantique du nom, c'est pour que vous compreniez, vous, comment ça fonctionne, mais on n'enseigne pas obligatoirement ça. On n'a pas besoin. Simplement, il faut qu'ils repèrent les différentes catégories. Alors, quand je dis anaphorique, je simplifie un tout petit peu, parce qu'en réalité, il y a deux cas. On peut très bien avoir l'information après. Elle prononça ces paroles, me voilà. Vous voyez, le référent de ces paroles est situé non pas avant dans le texte, mais après. Dans ce cas-là, on parle de référence cataphorique. Hein. L'information renvoie non pas à un antécédent, comme dans le premier cas, mais à un subséquent, un élément qui suit. Donc, autant ces notions de cataphorique, anaphorique, déictique ne sont pas destinées à être directement enseignées dans une perspective d'enseignement de la grammaire en FLE ou en FLM, autant la notion de dire quel est l'antécédent du démonstratif, ça on peut le demander. Hein. Très bien, alors il nous restera à voir... bon, je vais en... Ouais. Bon, on peut, si vous voulez, je termine avec les dernières catégories de déterminants, ensuite on fait la pause et ensuite un exercice. Alors, les dernières catégories de déterminants sont les suivantes. Donc vous avez d'abord, très simple, le déterminant numéral. Donc, 1 jour, 2 heures, 3 leçons, etc. Alors, juste un petit détail. Est-ce que vous voyez le petit problème que peut poser dans 1 jour? Oui, d'ailleurs, c'est un très mauvais. Et oui, d'ailleurs, c'est un très mauvais exemple, ça. Il faudrait que je le change parce que elle reviendra 1 jour. Ici, 1 n'est pas un numéral, en réalité. Hein. C'est un article indéfini. On aura un numéral si... pour revenir à mes exemples de tout à l'heure, vous êtes dans un café et vous dites « je voudrais une bière ». D'ailleurs, là, c'est une. Mais très souvent, on ne peut pas trancher. Hein, on ne sait pas si le 1 est un numéral ou un article indéfini. Bon, ensuite, vous avez les déterminants. Alors, le numéral, en fait, il indique une quantité précise. Tandis que l'indéfini, il indique une quantité approximative. Hein. Et cette quantité approximative... Enfin, approximative, quand elle est nulle, d'une certaine manière, elle n'est pas approximative, mais elle n'est pas quantifiée. Hein. Donc, les déterminants indéfinis, on peut les classer en fonction du type de quantité à laquelle ils permettent de référer. Donc, ça peut être la quantité nulle, avec aucun, nul, pas un. Hein. La quantité partielle, certains, plusieurs. Alors, vous voyez... on pourrait ajouter beaucoup de. Alors, la quantité approximative, ça peut être une quantité approximative grande, comme beaucoup de, ou une quantité approximative petite, comme quelques. Ça peut être la quantité totale, donc une totalité, hein, avec chaque, tout, n'importe quel. Bon. Chacun de ces déterminants ne s'emploie ayant des propriétés différentes et on ne peut pas
ils ont des contraintes d'emploi. Vous voyez, par exemple, chaque détail a été prévu. On pourrait difficilement dire tout détail a été prévu. Hein. Donc, non, mais là, c'est difficile, ce serait assez difficile de l'expliquer. Ensuite, vous avez le déterminant interrogatif. Là, c'est simple, il n'y en a qu'un, c'est quel, hein, dans un contexte interrogatif. Enfin, c'est quel pour la forme variable, et puis vous avez combien comme forme invariable. Combien de, et puis le déterminant exclamatif quel. Alors, là, on a vu, si vous voulez, l'ensemble des déterminants. Il resterait, au plan théorique, mais je le ferai après la pause, à expliquer quelque chose sur la globalité du fonctionnement sémantique des déterminants par rapport aux expansions, mais je le ferai juste après. Voilà. Alors, je vous propose donc qu'on prenne quelques minutes pour faire une pause, et ensuite, donc, je vous donne un petit apport théorique complémentaire, et après, on fait un exercice de repérage des déterminants. Juste avant de vous proposer donc un exercice qui sera relativement bref, je voulais apporter un dernier point théorique en introduisant, encore une fois, ce sont des notions que j'introduis pour votre connaissance à vous, mais qui ne doivent pas, à mon avis, faire l'objet d'un enseignement explicite avec des élèves, qui sont les notions d'extension et d'extensité. Alors, ce sont deux notions extrêmement importantes pour comprendre le fonctionnement du groupe nominal. On va voir que la notion d'extension s'applique principalement aux expansions nominales. Donc, attention, extension, expansion. Alors que l'extensité s'applique plutôt aux déterminants. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir l'extension? L'extension, c'est ce qui va faire la différence entre un mot comme voiture et un mot comme véhicule. Parce que, vous voyez bien que véhicule est un mot plus englobant, plus large que voiture, qui est un type de véhicule. Donc, je peux considérer que dans l'ensemble des véhicules, il y a plusieurs types. Il y a les voitures, il y a, je sais pas, les camions, etc. D'accord ? Donc, je vais dire que l'extension de véhicule est plus grande que l'extension de voiture. Comment donc définir la notion d'extension? Eh bien, on la définira de la façon suivante, en disant que l'extension, c'est l'ensemble des êtres ou objets, auxquels le nom est applicable. L'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. L'extension d'un nom, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Donc je vois bien que l'extension de voiture, c'est un ensemble qui est plus vaste. L'extension de véhicule, pardon, c'est un ensemble qui est plus vaste que l'extension que l'ensemble voiture, puisque toute voiture est forcément un véhicule. En termes techniques, on parle parfois, pour un mot comme véhicule qui est d'extension plus grande, on parle parfois d'hyperonyme. Et voiture, on dira que c'est un hyponyme. Mais tout cela est relatif, parce que si j'entre dans les différentes catégories de voitures, par exemple, si je parle, je sais pas, d'un type de voiture, je sais pas, la Renault, Kadjar, c'est un sous-ensemble, hein. Un type de voiture, ça va être un sous-ensemble de l'ensemble voiture. Donc, ce type de voiture va être un hyponyme par rapport à l'hyperonyme voiture. Hein. Donc, alors, évidemment,
les extensions, la mesure, si vous voulez, des extensions des noms ne fonctionne que lorsqu'il y a cette relation d'inclusion. Hein, je ne peux pas comparer l'extension de camion et l'extension de voiture. Bien. Alors, une chose à comprendre au sujet de l'extension, c'est que je donne d'abord un autre exemple pour fixer les idées. Si je prends l'ensemble des meubles, j'aurai comme sous-ensemble, par exemple, les chaises, les tables, etc. Donc je vais dire que l'extension de meubles est plus grande que l'extension de table, ou alors qu'elle est plus grande que l'extension de chaises. Bon. Là, pour réduire, c'est très utile l'extension, la variation d'extension, parce que ça me donne ça me permet d'avoir une sorte de précision dans ce que je veux dire. Je pourrais disposer, si je disposais seulement du mot meuble, je serais obligé d'utiliser le même mot pour les chaises, les tables, etc. Je dirais, voilà, j'ai besoin d'un meuble. Oui, mais lequel? Donc il y a un moyen pour réduire l'extension et donc pour préciser en quelque sorte le concept auquel on veut faire référence, qui est un moyen lexical. Je change de nom et comme ça, j'ai un nom plus précis. Mais il y a un autre moyen, qui est un moyen grammatical cette fois-ci, qui consiste au fond à ajouter une extension nominale. Par exemple, si je parle de l'ensemble des voitures, et que je considère les voitures rouges. C'est un sous-ensemble de l'ensemble des voitures. L'extension de voiture rouge est plus petite que l'extension de voiture. En ajoutant un adjectif, j'ai construit un sous-ensemble de cet ensemble. Donc, j'ai exactement le même phénomène qu'entre véhicules et voitures, par exemple, entre voiture et voiture rouge. Simplement, la grande différence, c'est que j'ai utilisé, avec l'adjectif ici, un moyen grammatical et non plus seulement un moyen lexical pour réduire l'extension du nom. Donc, ceci nous permet de dire que les expansions nominales, donc les adjectifs, les compléments du nom, les relatifs, permettent de réduire l'extension du nom. Je pars d'un nom et je la réduis. Je peux dire voiture rouge, voiture de mon voisin, je réduis, ou de les voitures de mes voisins, je réduis à un sous-ensemble très petit de quelques-uns parmi les exemplaires de voitures. Maintenant, la notion d'extensité. La notion d'extensité, elle renvoie grosso modo à la notion de quantité. Et c'est cela qui va varier l'extensité entre, par exemple, dans les numéros, quand je dis une voiture, 2 voitures, 10 voitures, je fais varier l'extensité du nom. Autrement dit, on peut définir l'extensité en disant que l'extensité, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le groupe nominal est appliqué. C'est plus cette fois-ci l'ensemble auquel le nom est, l'ensemble des objets auxquels le nom est applicable, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire, mais dans un discours particulier, dans un emploi particulier, c'est la quantité, si vous voulez, des êtres ou objets auxquels le nom est appliqué. Alors, bien sûr, avec le numéral, c'est très simple, mais avec l'article, vous voyez, j'ai aussi une possibilité de variation de l'extensité. Si je dis le professeur est arrivé, j'ai une extensité de 1. Si je dis l'homme est mortel, avec le même article défini, j'ai une extensité infinie. C'est l'homme en général. D'accord ? Donc l'article me permet aussi d'obtenir une variation d'extensité. La différence entre le professeur est arrivé
et l'homme est mortel, c'est qu'on parlera ici d'emploi spécifique de l'article ou de référence spécifique, parce qu'on renvoie à un ou plusieurs individus particuliers, mais là en l'occurrence c'est un, tandis qu'ici on parlera d'une référence générique. Cette distinction entre référence spécifique et référence générique pour l'article fonctionne également pour l'article indéfini. Si je dis un étudiant ou une étudiante est arrivé, j'ai une référence unique. Mais si je dis un enfant doit respecter ses parents, c'est un en général, donc référence générique. Donc ça, c'est la variation d'extensité. Et le déterminant, donc, il sert... Vous voyez, lorsque j'utilise un nom, lorsque je parle de l'extensité du nom, je parle de l'extensité du nom hors emploi, quoi. Je veux dire, le mot... quand je parle de l'extensité de véhicule par rapport à voiture, je n'ai pas besoin d'employer ces noms pour pouvoir les comparer en termes d'extensité. Par contre, en termes d'extension, je ne peux comparer que... j'ai inversé. En termes d'extension, lorsque je compare véhicule, voiture, etc., je compare ces noms en dehors de leur emploi, tels qu'ils sont dans le dictionnaire, parce que ça correspond finalement, conceptuellement, à certaines propriétés. Mais lorsque je veux parler de l'extensité d'un nom, je ne peux en parler qu'en emploi. Et c'est ça le dernier point que je voudrais introduire au sujet de l'article, c'est la notion d'actualisation. Les déterminants servent, outre à indiquer l'extensité des noms, à actualiser les noms. Qu'est-ce que ça signifie, actualiser les noms ? Ça signifie tout simplement les faire passer de la langue au discours, du niveau de la langue, c'est-à-dire dans le dictionnaire, hors emploi, au niveau du discours, c'est-à-dire employé dans une phrase. Lorsque j'observe le mot cheval dans le dictionnaire, ce mot cheval, il ne renvoie à aucun cheval particulier. Il renvoie à l'ensemble de tous les chevaux possibles. Il est en langue. Il a une extension, mais il n'a pas d'extensité. Lorsque je veux parler d'un cheval particulier, en disant mon cheval par exemple, ou ce cheval, je suis obligé d'utiliser un déterminant. Pour relier, si vous voulez, un concept général à un objet du monde. Un certain objet, je vais dire que pour moi il est dans une certaine catégorie, ce cheval, en faisant cela, j'ai actualisé le nom grâce au déterminant. Ce cheval, mon cheval, un cheval, le cheval, etc. Mais vous voyez que en utilisant le déterminant pour dire de quel objet du monde je parle, dès qu'on parle des objets du monde, inévitablement on est obligé de donner leur quantité, en quelque sorte. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a un objet du monde auquel je fais référence, cet objet du monde existe en un exemplaire, 2, 3, une multitude. Donc c'est assez naturel qu'avec l'information d'actualisation, il y ait cette information sur la quantité, donc en termes d'extensité. D'accord ? Donc en résumé, les déterminants servent à actualiser le nom et marquent l'extensité du nom, tandis que les extensions du nom font varier l'extension. Alors, maintenant donc, on peut passer à un petit exercice rapide d'application pour l'identification des déterminants. Alors, j'avais prévu donc de travailler de reprendre ce texte de Sartre, cet extrait des mots. Est-ce que
je pense que j'en ai encore quelques exemplaires, si vous le voulez. Oui. Est-ce que certains d'entre vous, certaines veulent le texte? Ah oui, alors il y a toujours sur le texte, c'est bon, vous l'avez, l'ancienne consigne, puisque c'est le texte que j'avais. Je ne sais pas si j'en aurai pour tout le monde. Hein. Prenez un pour deux peut-être. Un. Ah, vous n'en avez pas? Alors peut-être vous pouvez en... Oui, vous pouvez le donner. Voilà. Donc, comment ça se fait que c'est penché là? Bon, ce que je vous propose, c'est de vous laisser 5 minutes pour commencer à essayer d'identifier l'ensemble des déterminants, au moins dans le premier paragraphe. On corrigera ensuite, et puis, si vous voulez, vous regarderez chez vous la suite, et on corrigera la fin au début de la prochaine séance. Hein. Non, c'est pour me laver les mains, mais prenez votre temps, je vous en prie, hein, allez-y. Pardon.
Bien, alors, on peut commencer... Bon, Jean, si vous voulez bien commencer, puisque vous aviez une question justement sur... Ma question, c'était, j'ai commencé ma vie au milieu des livres. Au milieu des livres serait un complément du nom. Comment on peut... Alors, d'accord, la question ne porte pas sur sur le problème des déterminants. Non, on avait vu qu'au milieu des livres, pouvait être considéré, j'ai commencé ma vie au milieu des livres. On avait vu que les deux compléments, un des deux était obligatoire. Hein. Voilà, de préférence au milieu des livres. Mais bon, c'est un peu compliqué en réalité comme structure. Ah non, comme complément d'objet. Hein. Voilà, comme complément d'objet indirect. Alors, pour ce qui concerne les déterminants, donc, dans cette première phrase, qu'est-ce que vous repérez? Ma, donc, qui est... D'accord. Ensuite, alors, vous voyez, sans doute, là, article 0. Hein. On pourrait avoir sans aucun doute, mais là, il n'y a pas de déterminant. Alors ensuite, il y a une petite difficulté, là, au milieu des livres. Parce que, dans un premier niveau d'analyse, on pourrait dire au, c'est A plus le, mais en réalité, au milieu de est une locution prépositionnelle. Donc ici, on a au milieu de plus les livres, donc on a un article défini contracté. Non, parce que, disons, on peut, hein, c'est pas faux de dire, mais A, le, dans le cas de au milieu de, ça marche pas très bien. Hein. Donc en fait, au milieu de est vraiment ce qu'on appelle une locution prépositionnelle, c'est-à-dire ça fonctionne comme une préposition. On pourrait avoir la place dans, hein, dans les livres, ou avec les livres. Alors, bon, en fait, pour gagner du temps, je vais vous proposer des éléments de correction plutôt que vous interroger. Hein. Dans le bureau de mon grand-père, donc le article défini, vous voyez qu'ici c'est un article défini de référence spécifique, hein, c'est un bureau particulier. De mon grand-père, mon déterminant possessif, il y en avait partout, défense était faite de les épousseter, attention, les ici est un pronom, hein, sauf une fois l'an. Donc une fois, une, ici, qui est un numéral, d'accord, puisque c'est une. C'est pas l'article indéfini. Avant la rentrée d'octobre, là, article défini, je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, attention, les n'est pas un article, c'est un pronom, c'est Pierre Levé, déterminant possessif, qui renvoie ici par anaphore, démonstratif, oui, pardon, j'ai dit possessif, excusez-moi. Déterminant démonstratif, c'est Pierre Levé, qui renvoie par anaphore au livre dont on parle avant. Droit ou penché, serré comme des briques. Alors, comment vous analysez des dans des briques? Hein? Oui, article indéfini pluriel. Hein? C'est le pluriel de une brique. Sur les rayons de la bibliothèque, donc les rayons article défini de la bibliothèque article défini, noblement espacés en allée de menhir, vous voyez, là il n'y a pas d'article. Je sentais que la prospérité de notre famille, là article défini, notre famille déterminant possessif, elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, un article indéfini, entouré de monuments trapus, article 0, hein, antique, qui m'avait vu naître, qui me verrait mourir, et dont la permanence, article défini, me garantissait un avenir, article indéfini, aussi calme que le passé, article défini. Je les touchais en cachette, vous voyez, encore une fois, absence d'article, ou article 0, pour honorer mes mains, déterminant possessif, de leur poussière, déterminant possessif. Donc vous voyez qu'ici, les questions de référence, mes mains, c'est les mains de celui qui dit je, mais de leur poussière, c'est la poussière des livres dont on a parlé auparavant. Hein. Donc on a bien des références anaphoriques pour ces deux pronoms.
mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour, chaque déterminant indéfini, à des cérémonies, article indéfini pluriel, dont le sens, article défini, m'échappait, mon grand-père, déterminant possessif, si maladroit d'habitude que ma mère, possessif à nouveau, lui boutonnait ses gants. Donc vous voyez là aussi le jeu des possessifs, hein, avec la référence tantôt au je, ma mère, ses gants, référence aux gants du grand-père. Donc mon grand-père maniait ces objets culturels déterminants démonstratifs, qui renvoient au livre, encore une fois, avec une dextérité d'officiant, une article indéfini. Je l'ai vu 1000 fois, 1000 déterminants numéral. Alors, on pourrait dire numéral, mais vous voyez, 1000 fois, on pourrait aussi le considérer comme un indéfini, parce qu'au fond, 1000, ça ne veut pas dire exactement 1000. Hein, ça fait 1000 fois que je te répète ça, c'est pas comme j'ai 1000 € sur mon compte en banque. Hein. Je veux dire, si en fait... oui, maintes fois, voilà. Donc, il arrive assez fréquemment qu'un déterminant numéral ait une valeur d'indéfini. Je reviens dans 2 secondes. Bon, ça veut dire dans une petite quantité de temps. Hein. On fait une pause de 10 minutes, c'est pas... c'est approximatif. Bon, je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, un article indéfini, faire le tour de sa table, le article défini, sa déterminant possessif, traverser la pièce, article défini, là, en 2 enjambées. Alors là, c'est un numéral, déterminant numéral, prendre un volume. Alors, un volume. Oui. Alors, on pourrait hésiter avec le numéral. Hein? C'est plutôt un quelconque que un. Sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le temps article défini. Attention, le feuilleter ici, c'est un pronom, feuilleter le livre, en regagnant son fauteuil, donc déterminant possessif, un mouvement combiné article indéfini, du pouce. Alors attention, ici, c'est quoi du? De le, hein, on est d'accord, article défini contracté. Et d'ailleurs, on le voit bien juste après, du pouce et de l'index. Hein. Donc, à nous, ici, article défini. Puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec un article indéfini à la bonne page, article défini, en le faisant craquer comme un soulier, article indéfini. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes, à nouveau. Vous voyez le nombre de références qu'on a au concept, à la notion de livre, hein, dont il est question. Alors, ces boîtes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ce que permet l'anaphore du démonstratif, c'est de catégoriser un référent. On parle des livres, hein, mais on en parle en termes de ces boîtes, ces objets culturels, etc. Donc, c'est une façon de renvoyer à quelque chose qui précède, mais en apportant une autre catégorisation. Ces boîtes qui se fondaient comme des huîtres. Alors, ici, c'est un article indéfini pluriel. Je découvrais la nudité, article défini, de leurs organes intérieurs déterminants possessifs. Pour observer ces boîtes qui se fondaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité des feuilles blêmes et moisies. Alors, ici, on peut avoir une petite hésitation. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fondaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies. Bon, non. En fait, ici, c'est une sorte d'apposition, on verra ça plus tard, mais des feuilles, ici,
renvoie à ces organes intérieurs. Hein. Ces organes intérieurs, ce sont les feuilles. Bon. Là où j'hésitais, c'est pour ça que j'ai relu, il me semble impossible de parler de l'anudité des feuilles. Hein. L'anudité de leurs organes intérieurs, l'anudité des feuilles blêmes et moisies. Non, là, je pense que c'est une imposition. Voilà, donc c'est un indéfini pluriel, article indéfini pluriel des feuilles blêmes et moisies. Mais si on pouvait interpréter l'anudité des feuilles blêmes et moisies, ce serait un article défini contracté. Couverte de vénules noires. Alors attention, ici c'est un cas intéressant. C'est l'article indéfini pluriel. Non, pardon. Ici, bon, c'est un peu. Non, on va dire qu'ici on a un article 0. On n'a pas d'article, puisque ici de est une préposition. Alors, c'est délicat parce que tout à l'heure je vous ai dit que, par exemple, deux belles fleurs, de va être un article indéfini pluriel. Mais ici, on n'a pas du tout une antéposition de l'adjectif, tout ça. Couvert de, le de va avec couvert, hein, donc on a bien une préposition. Qui buvait l'encre, article défini, et sentait le champignon, article défini. Vous voyez, c'est assez facile de reconnaître les articles. Après, ce qui est difficile, c'est de dire sémantiquement comment ils fonctionnent, mais là, on n'est pas, pour l'instant, entré dans ces détails. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non, ça va? Bon, eh bien écoutez, très bien, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à la semaine prochaine.